Le colloque NPA Le Figaro, toute cette journée en compagnie de Décideur TV et surtout de Romain Lavaux, General Partner chez Partech Venture. Bonjour Romain. Bonjour Thomas. Partech Venture, un des fonds emblématiques de la place, un capital risqueur comme on dit en bon jargon. Romain, vous avez participé ce matin à une table ronde qui s'intitulait « La FinTech pousse la banque à se réinventer ». Et c'est vrai que c'est un secteur pour le moins dynamique en France, la FinTech. Sur l'ensemble de vos participations, la moitié de votre portefeuille quasiment est constituée de FinTech ? Oui. Alors pas la moitié, mais une bonne partie. On a plus de 10% de notre portefeuille qui est en FinTech, alors qu'on est un acteur généraliste de toute la tech. Ça va des caméras 360 au e-commerce. La petite gyrotique, ouais, absolument. Voilà. Et la FinTech est un segment qui a émergé dans les 2-3 dernières années de manière importante. Alors, le mouvement est parti des États-Unis. Si on regarde les grandes masses, c'est 30 milliards d'investissements aux États-Unis. C'est quoi, c'est Lending Club Alors Lending Club, c'est le plus démarrage. Oui. Alors c'est le plus aujourd'hui c'est le plus médiatisé, mais il y a énormément de sociétés qui ont été financées. C'est celle qui a été le plus loin en termes d'exit. Mais c'est 30 milliards d'investis, 17 milliards en Silicon Valley, 7 milliards à New York. L'Europe est un petit peu en retard, c'est 5 milliards à Londres et 4 milliards sur tout le reste de l'Europe continentale. Donc la France démarre aujourd'hui. Qu'est-ce que ça recoupe la FinTech ? Parce qu'en effet, ça va des sites de crowd, comme on les appelle, qui permettent à plusieurs soit de prêter, soit de financer, soit de donner, et puis avec plein d'autres technologies. Oui, le tech est très important dans la FinTech. Les entrepreneurs de la FinTech, leur thèse, c'est qu'ils peuvent gagner grâce à la technologie. C'est être meilleur qu'une banque via la technologie en termes d'expérience utilisateur. C'est vrai que l'expérience utilisateur d'une banque, à part la banque mobile, la banque sur le web, elle n'a pas beaucoup évolué. Et donc réinventer comme on l'a fait dans le domaine des médias, dans le domaine des jeux vidéo, dans le domaine de l'entertainment général, l'expérience client. Donc ça couvre effectivement tous les domaines, ça va du crédit au particulier, du crédit au PME, le change, la facturage, les paiements mobiles, les paiements sur e-commerce, etc. Et dans votre portefeuille, vous, qu'est-ce qui vous semble le plus prometteur ou intéressant ? Alors, aujourd'hui, on a un peu 3 sociétés qui se dégagent vraiment en termes de rythme de croissance. C'est Compte Nickel, donc la banque mobile, mais distribuée dans les réseaux physiques, qui sont les bars tabac, donc les bureaux de tabac. Donc ça, c'est un modèle hybride assez étonnant. C'est aujourd'hui... qui adresse surtout une population pauvre, en fait, avec peu de moyens financiers, qui n'était pas bancarisée ou qui était en marge de la bancarisation. C'est ce qu'on croit. C'était ça l'idée de départ, en tout cas. C'était ça l'idée de départ. En fait, aujourd'hui, les moyennes, en fait, c'est à peu près 200 opérations de paiement par mois, par carte, ce qui est la moyenne nationale des porteurs de cartes. Donc on est sur une population qui est à peu près identique, mais c'est vrai que ça va de des gens qui n'ont sans emploi, aux parents qui achètent ça pour leurs adolescents, du paiement sur Internet ou des cadres qui simplement vont l'utiliser à l'étranger. Ça cartonne, nickel. Ça cartonne. Cantox qui fait du changement. Donc le marché des changes, c'est un énorme marché, c'est 5 trillions de dollars par jour. Il y a TransferWise qui a... Voilà, c'est dans le genre de TransferWise. TransferWise est B2C, Cantox est B2B. Nous, on préfère le B2B parce que c'est très récurrent. Un business, il a un besoin de change quotidien ou au moins mensuel. Et ils viennent de faire leur 3e milliard de transactions en 2 ans. Ça, c'est Cantox. Et puis le 3e, c'est Lendix. Donc on est encore dans le B2B, donc le prêt aux entreprises, mais prêté par des gens comme vous et moi. Donc c'est une sorte de livret A surboosté. La société d'Olivier Goire, exactement. Qu'on connaît bien aussi chez Décideur TV. Donc ça, c'est les grandes tendances de fond. Et le thème, alors pour revenir sur cette question, c'est un peu un grand oral, la FinTech pousse la banque à se réinventer. Si on va plus loin, à se disrupter aussi, est-ce que la banque a du souci à se faire ? Alors, la banque n'a pas un souci immédiat à se faire. Lending Club, c'est 0,1% de part de marché aux États-Unis. Ils seront rachetés avant que ça dépasse le pourcent. Oui, et puis bon. Non, en fait, ça va créer une érosion sur les prix. C'est-à-dire que, exactement comme ça s'est passé dans le télécom, l'arrivée des jeunes troublions de la FinTech fait qu'on a accès à des services qui sont beaucoup moins chers, beaucoup plus agréables à utiliser. Donc, ça modifie la norme. Le standard des gros acteurs aujourd'hui. Donc, on estime que ça peut éroder jusqu'à 40% des marges des banques, pas forcément leur prendre la part de marché, mais créer une pression sur les prix. Et ça, c'est un danger pour elles. Maintenant, la plupart des banques le comprennent. Ils sont en train de se fédérer en écosystème. Et une image que j'aime bien, c'est celle d'Amazon. Amazon a démarré comme un retailer en assemblant le plus de produits possibles en catalogue et en les vendant. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte que pour pouvoir grossir plus avant, il fallait fédérer les petits vendeurs autour de soi en marketplace, qui eux ont des produits très spécialisés qu'Amazon ne peut pas se permettre d'avoir en stock, mais Amazon a le client. Et donc c'est un deal, je te donne mon client,
tu leur vends ton Tu me produit, je te donnes prends ton une com. service, Et notre thèse, c'est que le futur de la banque, c'est ça. C'est la banque qui aujourd'hui a la relation client. Les chiffres montrent qu'aujourd'hui, les clients, ils sont encore dans les banques. Mais qui demain vont venir utiliser les nouveaux services qui sont moins chers, plus rémunérateurs pour le client, via leur banque. Donc vous via ne leur croyez compte. pas à l'hypothèse que les fameux GAFA finalement prennent aussi les clients des banques? À partir du moment où je suis client chez Amazon, qu'est-ce qui m'empêche de, comme l'a fait à une époque Auchan ou Carrefour, proposer un service bancaire? Il est clair que les GAFA vont faire pareil. C'est-à-dire que les GAFA vont se structurer en marketplace fintech. Beaucoup investissent dans des boîtes de fintech. Quand on regarde certaines banques comme Santander, comme Barclays investissent dans beaucoup de startups, mais Google, Amazon, un peu moins Facebook pour l'instant, le font. Alibaba a une filiale Ant Financial qui est valorisée 50 milliards de dollars, donc investit énormément en fintech. Ça ne se voit pas encore beaucoup pour l'instant dans nos pays occidentaux. Ouais. Et donc ce sera une guerre. Aujourd'hui, si on demandait à un BNP Paribas il y a 10 ans quel était leur concurrent, ils auraient dit Société Générale. Aujourd'hui, ils disent Google ou Alibaba. Plus globalement, côté Partech, pour parler un peu de votre business en dehors des fintech, quelle est l'actualité, quel est le dynamisme que vous percevez? On a beaucoup de signaux comme quoi, en effet, la scène start-up va bien, si ce n'est en tout cas toute l'économie française. Oui, alors spécifiquement sur la France, il y a une vraie accélération sensible sur 2016. Là, elle a été mesurée sur le premier trimestre, elle sera à mon avis confirmée sur le deuxième trimestre. La France a été la place la plus active en termes d'investissement dans les startups en Europe. Ce qui n'a jamais été vu auparavant, dans un monde où c'était Londres qui régnait en maître. Ouais. Berlin a fait beaucoup d'investissements les dernières années. Et là, en nombre d'investissements, pas encore en montant, mais en nombre d'investissements, la France a pris les devants. Qu'est-ce qui se passe alors? Alors là, voilà, je pense qu'on a un momentum qui est en train de se construire parce que si c'est en nombre, ça veut dire qu'on a donc plein de petits investissements, mais demain, ça sera des gros. Ce qui manque en France, c'est l'attraction par le haut. C'est des grands groupes qui vont consolider en acquérant des startups. Aujourd'hui, la plupart des acquisitions, c'est le cas pour nous, se font à l'étranger. Mais oui, on a vu les WeSings, on a vu Capitaine Train, toutes ces startups, dès qu'elles commencent à dépasser le 100 millions de capitalisation, hop, se font aspirer par des sociétés étrangères. Ça, c'est pas forcément un mauvais problème, en tout cas pour l'investisseur. Ouais. Le souci, c'est si effectivement les talents étaient amenés à partir à l'étranger. Alors, un deal comme Nokia, Capitaine Train, etc., on reste en Europe. Donc c'est assez différent. Je pense que le marché va se consolider au niveau européen. Le sujet, c'est quand Nicolas Lufolk l'a mentionné tout à l'heure dans sa conférence, le sujet, c'est quand ce sont des acteurs asiatiques ou américains qui viennent acheter des startups françaises et quel est le devenir des talents et des technologies. Vous les croisez, ces acteurs industriels, des grands groupes traditionnels du CAC 40. Pourquoi est-ce qu'ils sont encore frileux sur justement cette... Oui, je pense que ça se fait en étapes. On a vu les grands acteurs du CAC 40 s'intéresser de très près au métier des startups uniquement dans les 2-3 dernières années. Pour l'instant, sous un angle à la fois de radar de l'innovation. Ils ont tous un incubateur maintenant, grosso modo. Voilà, il y a des effets de mode. Il y a des concours de startups. Voilà. Bon, ça reste à la marge, mais ils commencent à mettre un doigt dedans. Nous, on a une dizaine de grands groupes qui ont investi chez nous justement pour avoir accès indirectement aux startups, qui est, à mon avis, plus efficace que d'ouvrir un incubateur, qui reste finalement un silo dans l'entreprise. On pense qu'avec la généralisation du business développement entre les startups et les grands groupes, on devrait ouvrir un appétit pour de l'acquisition. En tout cas, ça va être aussi notre rôle. Et on le fait à chaque fois qu'on est dans une sortie d'une startup, on va voir les grands groupes. On a encore des sujets de valorisation. C'est-à-dire que quand on a eu le cas, on a vendu une société qui s'appelle LFD dans le domaine de la tech, justement. L'acquéreur a été AOL aux États-Unis. Et dans la tournée qu'on a fait en Europe, on n'a pas eu le quart du prix de ce que proposait AOL. Donc c'est pas qu'un problème d'envie, c'est aussi un problème de moyens et culturel. Et moyens, sans doute. Bon, et donc on finit avec la FinTech. C'est pas encore l'époque de la moisson. On est au tout début là. On met les petites graines. Il y aura de la consolidation. Il y a eu beaucoup d'investissements. Il y a beaucoup de startups, pas forcément avec des masses critiques importantes. Donc il y aura de la consolidation. On a eu une première sortie qui a été Prêt d'Union, achetée par Crédit Mutuel Arkéa. C'est un tout premier phénomène annonciateur. Clairement, on n'y est pas encore. Je pense qu'il va falloir 2-3 ans facilement pour que ça se consolide. Bon, vous avez du pain sur la planche avec vos jeunes pousses. Merci beaucoup, Romain. Merci, Thomas. À bientôt. À bientôt. Ok, super. Voilà, merci. Merci.